Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo d'avant-choc dans laquelle je vous livre le 11 que j'alignerai, sauf que cette fois-ci, on joue notre saison. Enfin, on y est presque, 3 semaines après un match aller qui nous a tous déçus ou énervés, le PSG n'est pas en position de force au moment de recevoir Dortmund au Parc des Princes mercredi soir. L'objectif est très clair et à double tranchant, soit ça passe, soit ça casse. Mais si ça casse, ce sera profondément. Au contraire, si ça passe, ça voudra dire qu'on aura enfin vu des hommes sur le terrain, et pas des bégayeurs comme depuis 4 ans. Mais avec quelle équipe se sublimer et comment se préparer pour renverser Dortmund? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. D'abord, la première question est sûrement la plus importante, celle du dispositif. Eh bien déjà, on peut dire qu'il y a un mois, on n'y pensait absolument pas, mais depuis, le système à 3 défenseurs a fait son apparition, à des années-lumière de faire l'unanimité. Vous l'avez compris déjà, le 3-4-3, on élimine. Plus de place pour quelconque prudence défensive, le PSG n'est pas l'Atlético, il ne sait pas subir, il nous faut le ballon et leur rentrer dedans très haut sur le terrain. D'ailleurs, les dernières masterclass du PSG se sont faites de cette manière. Reste le 4-3-3 et le fameux 4-4-2 que Tuchel a remis en place sur les 3 matchs joués depuis l'aller en Allemagne. On peut donc dire que si mercredi le 4-4-2 n'est pas là, Tuchel n'aura pas appris de ses erreurs, ou tout simplement, il aura encore pété un plomb en mettant un système que les joueurs ne connaissent pas et ne pratiquent pas depuis le début de l'année. Alors oui, ce 4-4-2 n'est pas parfait, il y a bien sûr des petites interrogations quant à l'équilibre de l'équipe, mais sachant que mercredi, tout le monde devra se surpasser, les défaillances qu'on a notamment vues contre Bordeaux ou Lyon devraient être atténuées avec notamment 2 joueurs qui sont attendus au tournant et qui sont dans une obligation formelle de faire les efforts, jouer simple pour l'équipe et pas pour eux. Vous l'avez compris, j'ai confiance en ce 4-4-2 que je mettrai mercredi soir. Maintenant, avec qui ? Allez, on démarre facilement, comme d'habitude depuis le début de la saison, avec un poste qui n'est pas un boulet qu'on se traîne à chaque rendez-vous avec notre destin. Plus de dilemme, Keylor Navas sera dans les cages, point. Mais pas de point final, puisque tout reste à écrire pour Navas qui a beau faire une très belle saison, mercredi il aura un rôle capital contre Dortmund qui se créera bien évidemment un certain nombre d'occasions. Si les mines d'Haaland pouvaient au moins respecter les 80 km/h d'Edouard Philippe, ce serait cool, encore plus si les mains de Navas sont aussi fermes que Macron et son 49.3. Allez, on passe en défense avec à droite Thilo Kehrer. On n'a pas trop de choix, Dagba est blessé depuis un mois, même s'il est apte, son manque de rythme serait trop flagrant. D'un autre côté, vous le savez sûrement plus que lui, Thomas Meunier est suspendu. Quelque part, la présence de Kehrer reste une bonne chose dans l'optique d'installer le 3-3-1 à la relance et en construction. Kehrer et sa rigueur défensive resteront un cran en dessous pour apporter de la sécurité quand Bernat ira apporter surnombre et danger dans la moitié de terrain allemande. Donc à gauche, Juanito qui sera enfin apte et on ne voit pas comment Tuchel pourrait se passer d'un élément aussi providentiel, notamment offensivement. Il y a Neymar et Mbappé, c'est un fait. Mais il y a une différence entre Neymar et Mbappé sans Bernat et Neymar et Mbappé avec Bernat. Que ce soit par ses centres toujours très intéressants, par son mouvement incessant qui crée de l'espace pour les autres, par sa présence très haute sur le terrain qui permet au PSG d'étirer son jeu et le bloc adverse, ou sa qualité technique dans les petits espaces, notamment dans ses échanges avec Mbappé, Bernat est d'une importance que l'on ne souligne pas assez selon moi. À cela vous ajoutez son état d'esprit irréprochable, donc l'assurance de voir un guerrier, plus sa capacité incroyable à se sublimer dans les grands matchs et vous obtenez un élément capital pour emmener Paris loin en Europe. Se pose maintenant la question de la charnière centrale. Vous le savez tous, Thiago Silva s'est blessé contre Bordeaux, mais son évolution positive a remis en cause un forfait mercredi. On a donc des chances de le voir, 2 semaines et demie plus tard. Alors si Silva est apte, faut-il le titulariser? On l'a vu il y a 3 semaines, contre Amiens puis contre Dortmund, Thiago Silva a tout de même besoin d'un certain temps avant de se remettre dans le bain, ce qui est parfaitement compréhensible au vu de son âge relativement avancé. Sans rythme et après un match aller plus que moyen, serait-ce un risque de mettre Thiago Silva sur le terrain? On comprend parfaitement qu'il ait envie de jouer, mais on parle d'une qualification. Au match aller, c'est Dortmund qui a mis l'intensité. Mercredi soir, ce sera à notre tour de dicter un rythme très élevé si on veut passer. Dans cette optique, mettre Thiago Silva mercredi pourrait effectivement être un petit risque selon moi, même si bien évidemment, il serait gonflé à bloc. Mais derrière, il y a Kimpembe, Marquinhos et Kouassi. Il n'a que 17 ans, mais la propreté quasi permanente de ses interceptions, son impact au duel et son goût du risque à la relance pourraient être très intéressants mercredi, avec en ligne de mire ou le souvenir en tête du match de Kimpembe contre le Barça. Alors le plus gros risque, ce serait quoi?
titulariser un Silva sur la pente descendante ou un Tanguy Kouassi sur la pente ascendante. Perso, oui, je fais le choix très fort de faire confiance à Kouassi, qui fait quand même preuve d'une maturité assez impressionnante. Et puis dans l'optique de le faire signer, une titularisation mercredi soir représenterait tout de même le grand tournant des négociations. Voilà, on est ici au choix fort et la petite prise de risque de cette vidéo, la présence du Titi sur le terrain. On le sait, Kouassi est droitier. On sait aussi que Tourelle apprécie particulièrement les charnières avec un gaucher et un droitier. C'est pour ça qu'à ses côtés, j'aligne Kimpembe avec une petite pression en plus, celle de sortir un match qui ferait taire les critiques remettant en cause sa place au sein d'un groupe comme celui du PSG. À lui de prouver que ses ambitions sont à la hauteur de celles du PSG. On passe maintenant au milieu avec un choix forcé, celui de se passer de Verratti. Vous l'avez déduit, si Marquinhos n'est pas en défense, c'est pour être au milieu, avec le brassard de capitaine. Sa présence physique et la densité qu'il apporte ne peuvent que faire du bien face aux déménageurs que sont Can et Witsel. Mais au-delà de la volonté de mettre de l'impact, si j'ai choisi de mettre Marquinhos au milieu, c'est aussi pour lui donner Sancho au marquage individuel. Et ici, je vais prendre une référence qui est très intéressante. C'est son match contre Pogba à Old Trafford où il avait littéralement éteint le champion du monde. Au match aller, on peut retenir les 2 buts d'Haaland, mais personnellement j'ai plus retenu la petite balade de Sancho entre nos lignes sans que personne ne s'en occupe. Et tout au long du match, il nous a fait très mal, sachant qu'il sait tout faire, dribbler, orienter, passer, tirer, centrer et qu'il joue toujours simple, dans le bon tempo et en mouvement, je lui collerai le joueur de devoir qu'est Marquinhos, histoire quand même de le gêner, voire le museler parce que Marquinhos en est parfaitement capable, il l'a déjà fait avec Pogba. Outre Hakimi et Haaland, je trouve que Sancho est la plus grosse menace pour nous. D'ailleurs, Favre l'a bien compris en lui laissant toute la liberté d'aller où il voulait sur le terrain à l'aller. Et si le milieu parisien a coulé, c'était en grande partie à cause de Sancho qui était bien trop libre et sans marquage. Donc petit plan anti-Sancho avec Marquinhos au milieu chargé de le marquer à la culotte pour l'embêter, comme il l'avait si bien fait contre Pogba l'année dernière à l'aller. À ses côtés, Leandro Paredes mérite absolument sa place, comme il l'a mérité à l'aller. Sa grinta, sa passion pour les duels, sa faculté à casser un rythme et bien sûr ses passes laser et son jeu simple sont les bienvenus dans une équipe du PSG qui a joué à la baballe au match aller. Voilà, pour moi c'est une évidence, Paredes mérite et doit être sur le terrain aux côtés de Marquinhos pour assurer une présence et une densité athlétique contre Can et Witsel qui nous ont croqué à l'aller. Mention spéciale à la frappe de Paredes et au ballon pied en rupture de Marquinhos qui pourrait nous donner un peu d'air par moment et nous permettre de se dégager du pressing allemand. Allez, c'est parti, on passe aux 4 qui seront en charge de faire trembler les filets et nous faire rêver. On commence à gauche avec celui qui sera sûrement le plus attendu de tous. D'abord, on veut un Neymar fit, comme dirait Tourelle. Un Neymar au corps d'athlète, même s'il aura un petit manque de rythme dû à son rouge et le report du match contre Strasbourg. Mais lui-même le dit si bien, sur un match comme ça, c'est la foi qui compte. On veut un Neymar gonflé à bloc, un Neymar qui n'en fait pas des tonnes, qui joue simple et qui fait tous les efforts possibles et imaginables quand on prétend être le facteur X de son équipe. Bien sûr, on ne néglige pas son génie qui va nous être d'une importance capitale. Et pour illustrer ça, on peut tout simplement dire qu'on veut voir le guerrier qui a su nous faire subir le pire. Neymar est peut-être au tournant de son histoire avec Paris. Si on l'a retenu cet été, c'était aussi avec l'espoir d'enfin l'avoir avec nous sur une double confrontation. C'est le cas aujourd'hui, à lui de jouer. Notons aussi que son but à l'aller peut rapidement devenir précieux, mais si l'on veut voir un Neymar jouer simple et en équipe, il faut aussi conditionner cela avec des partenaires disponibles. D'abord, Mbappé doit être en pointe de ce 4-4-2 avec un autre buteur qui lui ouvrira des brèches. On sait pertinemment que tout seul devant, Mbappé est fantomatique, comme à l'aller. On sait aussi que les différences dans le jeu, il les fait sur les côtés. On sait aussi que Neymar sera le dépositaire du jeu parisien et qu'il aime revenir dans l'axe, et bien qu'il le fasse, que Paredes le nourrisse de ballons entre les lignes, et de son côté, Mbappé pourra s'excentrer pour prendre de la vitesse ou échanger avec Juan Bernat. A l'inverse, je mets Di Maria à droite, mais le Fideo ne doit pas revenir dans l'axe comme à l'aller. Les joueurs se marchent dessus et on ne cherche plus à jouer sur les côtés. Surtout que mercredi, nous n'aurons pas de vrai apport offensif venant d'un latéral à droite. Et bien que Di Maria colle la ligne, il sait très bien le faire, sa faculté à garder la balle et accélérer avec seront les bienvenus, surtout que son influence sur l'équipe nous permettra d'avoir un circuit latéral. Il a la confiance de Tourelle, c'est un peu le seul qui a été présent tout au long de la saison et qui s'est montré régulier. Ses coéquipiers le cherchent beaucoup, alors qu'ils aillent le chercher près de la ligne mercredi, ça permettrait de jouer sur la largeur, ce qui a cruellement manqué au PSG à l'aller en phase de construction. Ensuite, on sait que c'est un grand joueur au pied gauche extraordinaire, qu'il fasse parler son talent.
Sarabia aurait pu tenir sa place, il la mérite, mais on sait pertinemment que Tourelle a une grosse confiance en Di Maria et on le voit mal se passer du Fideo sur ce match. Par contre, Sarabia, il faut le voir rentrer le plus tôt possible. Rappelons son but au Bernabeu et sa super forme depuis le mois de janvier, mais surtout toute l'énergie qu'il met sur le terrain. Allez, on arrive au gros dilemme de l'attaque. Qui de Cavani ou Icardi pour accompagner Mbappé? D'abord, et au vu de ces 3 dernières titularisations, je pense que Tourelle fera confiance à Cavani. De l'autre côté, nous avons Icardi qui est l'efficacité incarnée, mais qui va surtout faire un choix cet été, et ne pas le titulariser sur les 2 matchs les plus importants de la saison est un très mauvais signal envoyé à l'Argentin, qui, on le rappelle, est encore très loin d'être définitivement parisien. Le plus dur reste à faire. De son côté, Cavani a quand même pas mal vendangé, même s'il a marqué son 200e but. Mercredi soir, on ne pourra pas se permettre de louper les occasions qu'il a manquées contre Dijon, par exemple. C'est inimaginable. Et c'est tout simplement pour ça, déjà, que j'aurais titularisé Icardi mercredi contre Lyon et que je le titulariserai contre Dortmund. Ces courses sans ballon font quand même un bien fou à Mbappé dans sa quête d'espace et sa capacité à orienter dos au jeu peuvent quand même lui donner de l'importance, même si sa participation au travail sans ballon n'est pas fameuse. Il devra enclencher un pressing permanent sur la défense adverse sans ballon, mais avant tout, son efficacité ne devrait pas nous donner de regrets. Alors pour donner confiance à Icardi avec qui on peut se projeter un peu plus loin dans le temps et qui pour 65 millions représenterait le coup parfait pour remplacer la légende Cavani, mais surtout pour n'avoir aucun regret, Icardi et son efficacité titulaire aux côtés d'Mbappé. Et voilà, vous l'avez compris, retour aux bases de janvier avec les 4 qui pourraient devenir fantastiques s'ils nous qualifient. Au milieu, tandem Paredes-Marquinhos pour rivaliser dans le duel athlétique et derrière, charnière 100% Titi accompagné de Kehrer et Bernat. Lâchez vos compos dans l'espace commentaire, posez un like si cette vidéo vous a plu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bonne soirée à tous, bon week-end, ayons confiance en nos joueurs, soyons tous derrière eux pour inverser la tendance mercredi soir et écrire l'histoire. Avant toute chose, allez Paris!